Ambassadeur, Monsieur le Grand Rabbin de France, Monsieur le Président du CFCM, Monsieur le Recteur de la Grande Mosquée de Paris, Monsieur le Président du Consistoire de France, Monsieur le Président du CRIF, Monsieur le Président de la Fédération des Protestants de France, Mesdames les représentantes du métropolite, Monsieur le Président de l'Œuvre d'Orient, Monsieur le Secrétaire général et porte-parole de la Conférence des évêques, Mesdames et Messieurs, chers amis, vous avez tout dit à l'instant, mais l'exposition que nous inaugurons aujourd'hui s'inscrit en effet dans un cheminement. Il y a 4 ans, nous étions réunis ici par l'inauguration de la remarquable exposition Chrétiens d'Orient, qui a été saluée par la critique et par le public, avec plus de 155 000 visiteurs. Et après l'exposition Hajj, le pèlerinage de la Mecque en 2014, c'était alors le 2e volet d'une trilogie consacrée par l'IMA aux religions monothéistes dans le monde arabe. Comme tous les projets que vous développez ici, cher Jacques, ces expositions étaient le fruit d'un travail historique, scientifique, rigoureux, d'une vision généreuse et fédératrice, et votre capacité à réunir toutes les forces vives qui œuvrent pour le dialogue entre les cultures est encore une fois aujourd'hui vérifiée. Oserais-je dire que le moment est plus opportun encore. Le 3e volet, Juste d'Orient, que vous avez ensemble façonné dans un temps record, moins de 2 années, dans un contexte qu'il n'est besoin de rappeler à personne, était pourtant, et vous le saviez, si attendu. Ni la pandémie, ni les soubresauts politiques, dans le monde arabe comme ailleurs, ni la poursuite des tensions entre Israël et le territoire palestinien, ni les tentations de repli identitaire ici ou là, n'ont eu raison de votre détermination. Bravo d'avoir tenu, d'avoir résisté, d'avoir réussi à mobiliser toutes les énergies, de Paris à Jérusalem, de New York à Rabat, de Londres à Bruxelles, pour construire cette exposition totalement inédite. Je veux d'abord féliciter, comme vous l'avez fait, Benjamin Stora. C'est un homme à qui j'ai causé beaucoup d'ennuis. C'est peu qui m'en décausé en retour aussi, donc c'est une entreprise mutuelle. Je plaisante évidemment, il a fait un travail remarquable et sur lequel nous continuons de cheminer. Mais ici, Benjamin Stora, dont l'expertise, l'engagement, la force de travail ne sont plus à démontrer, avec toutes vos équipes, à mener ce cheminement, ce travail. Mais oserais-je dire que tout ceci procède aussi d'une histoire plus intime, d'une histoire, cher Benjamin, de clés retrouvées. Et en effet, dans ce texte magnifique, qui est sans doute l'un des plus personnels, et qui est en effet plus personnel que beaucoup des œuvres de l'historien qu'ici tout le monde connaît, vous rappelez ces clés de l'appartement familial à Constantine, quitté en 1962, qui retrouvés ont permis d'ouvrir les portes, pas simplement d'une mémoire familiale, mais de tout un continent, de toute une civilisation, ici un peu offerte. Ces mêmes clés vous ont permis de plonger encore plus loin dans cette histoire plurimillénaire des communautés juives dans le monde arabe, pour livrer cette exposition à la fois pédagogique, émouvante, sensorielle, cette cavalcade que nous avons fait à quelques-uns à l'instant et que vous allez pouvoir aussi maintenant partager, mais qui est le fruit, comme pour beaucoup d'entre vous ici, je le sais, comme pour des millions de femmes et d'hommes en France et à travers nos régions, qui est aussi le fruit d'histoire familiale, intime. Je veux également saluer le travail de l'équipe de l'IMA à vos côtés, notamment d'Élodie Bouffard, Anna Boganim, Nana Aloula, et de toutes celles et ceux qui étaient à mes côtés à l'instant, de votre scénographe, de tous les experts français et internationaux du comité scientifique que vous avez réuni. Merci infiniment pour tout ce travail, l'énergie, l'enthousiasme. Et il en faut pour travailler aux côtés de Benjamin Stora et de Jack Lang. Je le sais au combien, je le dis avec beaucoup d'affection et d'amitié, et pour l'un et pour l'autre. Je veux aussi remercier très chaleureusement toutes les institutions publiques et privées
qui vous ont permis de réunir ces manuscrits, ces peintures, ces textiles, ces objets liturgiques, ces photographies, ces musiques, qui sont des prêts absolument exceptionnels, réunis pour la première fois et qui font date. Et je veux vraiment remercier tous les établissements cités, français, européens, américains également, égyptiens, turcs, iraniens, et les collectionneurs privés, y compris celles et ceux qui ont voulu rester anonymes. Je veux également remercier les mécènes ici présents qui ont permis à cette exposition de se tenir et qui, une fois encore, nous fait preuve de générosité pour que nous puissions profiter de cette espèce de musée imaginaire ainsi rendu possible à travers les espaces et le temps. Parce que oui, et on le redécouvre ici, le peuple juif est une mémoire de l'humanité. Et remonter le fil de cette histoire orientale, c'est dénouer les entrelacs de visages, de voix, de migrations, de communautés qui ont sillonné tout le bassin méditerranéen, façonné le monde, en laissant à chaque fois une empreinte durable. Et cette exposition nous dévoile complètement cette culture puissante, créative, foisonnante, une civilisation urbaine qui gravite autour des villes Babel, que sont Constantinople, Salonique, Fès ou Jérusalem, une civilisation profondément spirituelle, imprégnée de l'étude de la Torah, parcourue d'élan mystiques et ésotériques qui exaltent sa foi par la beauté de ses textes, de ses objets liturgiques, de ses chants, qui peuplent aussi l'exposition et auxquels se sont adonnés quelques-uns d'entre nous. Une culture aussi passionnément éprise de l'homme que de Dieu, féru de science, de savoir, capable de ciseler les astrolabes les plus fins, les traités médicaux les plus complexes. Vous verrez les textes émouvants de Maïmonide et quelques autres. Et derrière ces multiples visages des Juifs d'Orient se révèle l'unité profonde d'une communauté qui tire sa force de sa cohésion sociale et de ses traditions partagées. Et ce que montre très bien cette exposition, c'est que cette communauté a toujours su dialoguer avec les autres cultures qu'elle côtoyait, romaines, byzantines, arabes, ibériques, ottomanes, qu'elle a toujours conjugué ces textes avec les autres langues pour résister, survivre ou être transmise. Et les magnifiques mosaïques de la synagogue romaine de Naro, les faïences de Tolède, les broderies arabisantes de ses costumes sont autant d'illustrations de la cohérence, de la force, de l'esprit de résistance de cette communauté à travers parfois les agressions, les oppressions, les voyages forcés, mais cette volonté à chaque fois d'épouser, de conjuguer, de tresser, d'hybrider pour survivre et partager. À l'heure où le monde arabe, comme nos propres sociétés européennes, sont secoués par des tensions identitaires, cette exposition nous parle au fond de coexistence, d'influence éclairée, d'enrichissement mutuel, d'échange entre monothéismes. Sans angélisme aucun, l'histoire des Juifs d'Orient est aussi faite de persécutions, de souffrances, de conflits, d'exode. Mais entre les années les plus sombres, il y eut des périodes de floraison somptueuse, des ponts jetés entre les langues, entre les savoirs, entre les cultures. Et il y a une formidable leçon de civilisation tout au long de cette exposition et de ce chemin. Le fait qu'au fond, l'identité est toujours plus complexe qu'on ne croit, qu'elle se frotte à d'autres identités pour s'en nourrir, et que la part maudite n'est jamais la part de l'autre. Et qu'à chaque fois que la bêtise humaine, que les obscurantismes ont dû conduire tant et tant de familles ou de communautés à quitter certaines rives pour se réfugier ailleurs, la solution a toujours été dans le savoir, le réapprentissage de l'autre, la défense d'une civilisation, d'une religion, de textes et l'énergie remise à réapprendre et reconjuguer. Et je le dis pour la nation que nous sommes au moment où nous parlons. Quelles que soient les difficultés qui sont les nôtres, penser qu'elles viennent de l'autre, de cette part de l'autre, est une facilité aussi vieille que l'humanité.
et penser qu'il faudrait chasser une part de l'autre qui est au fond déjà une part de nous-mêmes, c'est grandir notre malheur et rarement le chasser de nous. C'est cette leçon profonde de civilisation qu'offre cette exposition. Pour vivre ensemble, cette exposition en est la preuve, il faut commencer par nous connaître et nous comprendre. Comprendre ce qui fait l'histoire de chacun, le sens de telle ou telle tradition, la pluralité de cultures ancestrales. Cela passe bien sûr par l'éducation à l'altérité. Cette exposition en est un formidable levier et je ne peux que me réjouir de la multitude d'actions éducatives que vous organisez. Et c'est pour ça que je suis fidèle à Lima. Parce que c'est un combat que vous menez. La manette conçue par Lima et le musée d'art et d'histoire du judaïsme à destination des enseignants est ainsi un outil innovant pour aider à comprendre les liens culturels entre juifs et musulmans. Les ateliers que vous allez organiser autour des symboles que partagent les religions monothéistes sont tout aussi importants. Et il faut continuer d'expliquer, d'apprendre à nos enfants, par exemple, que le symbole du sceau de Salomon, connu sous le nom d'étoile de David, a été présent aussi dans la civilisation islamique. Leur apprendre et leur réapprendre tant et tant de symboles croisés, de signes partagés, d'histoires croisées. Mieux nous comprendre, mieux nous connaître, passe aussi par la sauvegarde du patrimoine matériel et immatériel, notamment des minorités religieuses, autant de traces à préserver de siècles d'histoire nourries d'influences mutuelles. Chez nous, mais partout ailleurs, comme nous l'avons fait ensemble il y a quelques semaines, en Irak, comme nous devons continuer de le faire au Liban, comme à travers ce que nous conduisons par notre diplomatie, par l'accompagnement de plusieurs œuvres ici présentes, par ce que nous avons lancé pour les écoles et l'éducation, nous allons continuer de faire ensemble et ensemble ce qui est aussi conduit par Alif, cette bataille pour un pluralisme, pour une coexistence pacifique, pour justement permettre que ce patrimoine matériel et immatériel poursuive ce chemin. Cela passe aussi par la préservation et la transmission des archives. C'est pourquoi je suis très attentif au rôle joué par les bibliothèques patrimoniales juives qui s'attachent à préserver des collections d'une incroyable richesse, comme nous le faisons d'ailleurs pour toutes les religions. Cela passe bien sûr par la culture. Et vous l'avez rappelé, ce n'est pas un hasard si Juifs d'Orient ouvre à Lima en même temps que le Louvre et la RMN Grand Palais déploie 18 expositions en France sur les arts de l'islam. Face à tous les obscurantismes qui se réclament de l'islam, ce projet vient rappeler l'héritage que la civilisation islamique a légué, que ce soit dans la philosophie, la médecine, les sciences ou l'art, autant de reflets de circulation d'idées auxquels d'ailleurs cette exposition même aussi rend hommage, parce que c'est la meilleure compréhension mutuelle qui permet justement cette coexistence, ce partage. Cette meilleure compréhension passe également par la recherche, le développement permanent des connaissances et des savoirs. Et je pense par exemple au rôle du Centre d'études juives de l'EHESS, fondé sous l'impulsion de François Furet au début des années 90, qui a contribué à former de nombreux chercheurs tout en accueillant les meilleurs spécialistes internationaux. Et dans le domaine des études islamiques, je m'y étais engagé au Muro, nous continuerons à réinvestir ce débat académique, ne pas laisser les idéologies les plus fanatiques l'accaparer, et donc réinvestir pour continuer à financer des recherches, des chercheurs, et avancer sur ce chemin. C'est aussi pourquoi, après un an de consultation, de réflexion, de travail, je suis heureux de vous annoncer que la préfiguration du futur Institut français d'islamologie a démarré depuis octobre sous le pilotage de la philosophe Souad Ayada, présidente du Conseil supérieur des programmes et grande spécialiste de la spiritualité et de la philosophie islamique. Merci, chère Souad, de votre engagement dans ce projet ambitieux.